Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Cacciavenda. Salut Romain. Salut Yoann, bonjour tout le monde, enchanté. Merci d'intervenir sur le podcast. Je suis content de te recevoir. Et puis, pour la petite anecdote, je te l'ai pas dit en off, mais j'avais aperçu quelqu'un dans une boulangerie qui avait le t-shirt avec écrit Labo. Ah Et ouais? du coup, je l'ai interpellé en lui disant que je connaissais beaucoup la ORNP. Et il était un petit peu surpris. Et du coup, on a échangé. Et puis, il m'a dit du bien de la formation. Et puis, il m'a dit que si j'arrivais à t'avoir sur le podcast, ça serait une plus-value. Donc, voilà, raison de plus pourquoi je suis content de te recevoir. Ah, c'est trop cool, ça marche. Voilà, petite anecdote. Donc, voilà, même Ouais, au fin fond de la Bretagne, là, la ORNP est présent. yes. Ah, il y a quelques Bretons, effectivement. Mm. Ouais. Écoute, pour démarrer ce podcast, je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, une présentation pour les personnes que je pense sont auditeurs de ton podcast, c'est que je suis préparateur physique, j'ai 35 ans. Je suis sorti de Master Staps en 2010, quelque chose comme ça. Depuis, j'ai travaillé sur le terrain avec plusieurs structures de haut niveau, que ce soit un centre de formation, de Ligue 1 en football, de la Fédérale 3 en rugby, des Creps et des pôles espoirs, que ce soit en volley ou en athlétisme, où je suis toujours d'ailleurs, un club de Pro League, deuxième division de handball, un club de BGL League, c'est première division luxembourgeoise de football, avec qui on a fait 2 campagnes européennes en Conference League, et beaucoup de suivi individuel, qui ont déjà commencé en ligne début des années 2010 pour gagner du temps et parce que tu peux pas être toujours sur le terrain avec les athlètes. Et depuis le Covid, je suis principalement, et voire à 100% en ligne, ou à un format plutôt entre les deux, avec beaucoup de stages avec les sportifs, que ce soit eux qui viennent chez moi ou moi qui me déplace avec eux, et du suivi en ligne à proprement parler en prépa physique, prépa athlétique. Ça, c'est pour le versant plutôt développement des qualités physiques. Et à côté de ça, il y a une idée qu'on poursuit depuis des années, c'est le versant optimisation, optimisation du potentiel existant, qui là est fait par différentes sphères de connaissances qui sont à côté de la prépa athlétique, dont on peut avoir un bénéfice pour améliorer les compétences sur le terrain. Et de là, on parle de tout ce qui est alimentation, prépa mentale, des choses comme ça. Et moi, principalement, je parle de RNP. Donc, c'est ce dont on parlait juste avant, Labo, où en fait, on Ouais. vient prendre en compte la boucle sensorimotrice et les théories de l'apprentissage, donc plutôt du côté écologie, avec la boucle perception-action. Et on essaye d'aller euh, moduler au mieux, pour être le plus proche du 100% du potentiel, la partie sensorielle de la boucle sensorimotrice. Voilà un peu pour Ok. le déroulé. Et actuellement, dans tes champs d'activité, comment tu t'organises avec du coup la RNP, tes coachings personnels, etc. Actuellement, je dirais que c'est 50-50, c'est-à-dire j'ai 50% de mon activité, c'est de la formation et de la recherche et développement au travers de Labo RNP. Donc sur la partie plutôt RNP, reprogrammation neuroposturale, réathlétisation neuroperformance, tu l'appelles comme tu veux. En gros, la prise en compte de la boucle sensorimotrice et l'amélioration des capacités d'apprentissage moteur des sportifs, qui est en fait une problématique de fond qu'on a retrouvée au fur et à mesure des années avec des sportifs sur le terrain. C'est-à-dire, ouais, il est meilleur physiquement, mais en fait, sur sa pratique, ça passe pas. Donc, c'est un peu cette notion de transfert qui pop un peu partout aussi dans la tête des prépas physiques, des coachs, où on cherche toujours à être meilleur dans la discipline, mais on est par moment face à des murs et des sportifs qui ne progressent pas dans la discipline, alors que tous les autres indicateurs progressent. Du coup, 50% de mon temps est dédié à ça, donc cette formation et la recherche et développement autour de ça. Et les 50% de mon temps de travail, si on peut dire, est dédié à l'accompagnement de sportifs et de staff, plutôt, où en fait, on travaille plus en staff, même sur les sports individuels, où en fait, je suis en soutien du couple entraîneur-entraîné pour la prépa athlétique, donc préparation physique, développement des qualités physiques. Préparation athlétique, c'est plutôt le garant du transfert des qualités physiques dans la discipline. Et là, je vous réfère à Fred Aubert, qui est un des pères de la prépa athlétique en France, qui en parle beaucoup mieux que moi. Voilà. Ah ouais, donc tu différencies vraiment préparation physique et athlétique. Ben,
tu te rends compte en fait que développer des qualités physiques, c'est facile. Par contre, Mmh. choisir ce qu'il y a à développer pour qu'il y ait des résultats significatifs sur le terrain, c'est peut-être un peu plus complexe. Et le fait de mettre prépa physique, prépa athlétique, ça me vient concrètement de la rencontre avec Fred Aubert au symposium. Et donc, ça date déjà pas très longtemps. Et d'une grosse discussion qu'on a eue avec Julien Vecchione, qui a le podcast Secret d'entraîneur, et qui justement m'a Ouais. poussé en avant cette grande idée de différenciation entre prépa physique et prépa athlétique, qui, je pense, est intéressante à avoir en tête. Et qui, oui, ok, c'est de la sémantique, mais c'est de la sémantique qui va t'amener à une réflexion de fond qui, je pense, est intéressante à avoir. Voilà. Ok. Et ouais, Fred Aubert, je l'avais écouté quelques fois, mais c'est vrai que ça me revient, il différencie vachement ces deux termes qui sont proches, mais du coup qui se différencient tout de même un petit peu. Mhm. Oups. Petite cascade. J'avais une première question avant de rentrer dans des questions un peu plus précises. Comment tu développes tes connaissances et où tu vas chercher la plupart de tes informations qui font qu'aujourd'hui, je pense que tu es quelqu'un qui a quand même beaucoup de connaissances, mais pas uniquement dans la préparation physique, mais comme tu l'as dit, dans tout ce qui est neuro et tout. Donc, je voulais savoir un peu où tu vas piocher toutes tes connaissances. C'est un chemin. Je vais le faire simple. C'est un chemin, tu as des problématiques sur le terrain. Ces problématiques sur le terrain, tu les identifies. Une fois que tu les as identifiées, tu vas commencer tes recherches et tu vas chercher qui est le meilleur par rapport à ces problématiques ou qui, dans son expérience terrain, a réussi à solutionner des problématiques de ce type. Et derrière, ou tu vas faire un achat de bouquins sur cette personne-là, qui a peut-être écrit des bouquins, peut-être qu'il a des cursus de formation. Si tu peux aller faire ces cursus de formation, surtout que maintenant c'est pas mal en ligne, etc., tu vas faire ces cursus de formation. Et si les cursus de formation sont entre guillemets trop longs pour toi, tu vas prendre un mentorat avec cette personne. Et tu vas te déplacer chez elle directement pour aller prendre les connaissances et plutôt accélérer la prise d'information. Un mentorat, j'en fais un par exemple la semaine prochaine, je pars au Canada pendant 7 jours pour aller voir une personne en particulier, Ok. C'est pas sur une indiscret. thématique en particulier. C'est pas indiscret Je vais si je te voir Paul demande. Gagné. Ok. Sur quelle Paul thématique? Gagné, c'est très tourné autour de l'iso inertiel et de la méthode LDOA. Ok. Voilà, Je connais pas, mais ça a l'air tu intéressant. feras ta recherche. Je Iso ferai une inertiel, recherche. tu connais. J'y Oui, vais ils ont avec inertiel, oui. Gaël Faury. Oui, Gaël bah lui, Faury, ouais, dont je on a connais. parlé avant en off. On y va avec Gaël Faury, Seb Zimmer, qui est mon collègue sur Labo. Et on y Ouais. va principalement pour LDOA et l'iso inertiel. Ok. Alors, premier thème que je voulais aborder avec toi, c'était un terme assez général, mais on va peut-être spécifier un peu par la suite. C'était l'échauffement, qui est quelque chose d'indispensable, je pense, dans tout sport. On s'échauffe de Mhm. différentes manières en fonction des activités qu'on va faire par la suite. Euh, qui- Comment toi tu vois l'échauffement et quels sont les aspects, tu penses, à prioriser pour bien préparer le corps à une activité physique? Question assez générale. Ouais, c'est vaste. Déjà, l'échauffement, je le vois dans un premier temps comme mettre sur le paillasson tous tes problèmes de la vie quotidienne. C'est-à-dire l'échauffement, ça doit être la soupape entre tu rentres dans ta séance et avant ça, tu as tout le reste. Et tu laisses tout le reste de côté. Ensuite, derrière l'échauffement, il doit aussi être réfléchi pour préparer à ce qui va suivre dans la séance. Réfléchi d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue de la boucle sensorimotrice. Et derrière, il y a quelque chose que j'aime bien mettre en avant, c'est que un athlète qui s'échauffe énormément est signe pour moi de compensation. Et du coup, l'idée de l'échauffement, c'est aussi d'aller cibler au plus juste les éventuelles compensations pour avoir un corps qui fonctionne au plus proche du 100% avant de rentrer dans la séance, tout en ayant de l'autre côté tous les trucs qu'on apprend en cours, etc. Augmentation de la température, machin, nanani, etc. La PAP, la PAPE. Donc, mettre en place un système, le système humain, qui soit le plus efficient possible pour donner le plus possible dans la séance qui suit, tout simplement. Et c'est aussi un moment de choix qui va se répéter tous les jours et qui, si tu fais une brève analyse du temps dédié à l'échauffement dans ta semaine, dans ton microcycle, dans ton mésocycle, dans ton macrocycle,
c'est un temps non négligeable d'entraînement. Donc, c'est un temps à réfléchir tout autant que le corps de séance, si on peut dire. Ok. Dans l'aspect tout simple que l'échauffement va te permettre d'ajouter du volume, d'ajouter des situations sur des choses que tu ne travailles peut-être pas et qui auraient un impact sur le mieux fonctionner au sens large. Ok. Voilà. Et on sait Question large, que... réponse large. Voilà. Oui, 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 non, mais t'as raison. Tu sais que généralement, je pense que tout le monde utilise un peu les échauffements classiques, on va dire articulaires, musculaires, cardiovasculaires, etc. Et ma question, c'est, on peut aussi intégrer dans l'échauffement tout ce qui est exercice neuro. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que c'est intéressant de le mettre? Est-ce que c'est Mhm. indispensable? Quels Alors, sont les intérêts? je vais essayer de partir et d'entrer dans cette question au travers de l'apprentissage moteur. On sait, et on l'a appris, la vitesse, la coordination se travaille en début de séance en état de fraîcheur. On est d'accord là-dessus. Ouais. La coordination, l'apprentissage moteur, si tu fais quelques recherches, tu arriveras vite sur Newell avec l'approche par contrainte dirigée ou alors sur des Allemands qui vont me parler de l'apprentissage différentiel, comme Wolfgang Schellhorn. Euh, et l'idée, elle est simple, c'est qu'ils mettent en avant une boucle. Cette boucle, c'est la boucle perception-action. Je perçois pour bouger, je bouge pour percevoir. Avec un triptyque. Là, on parle de Newell. Et la première grosse étude qu'il a sortie, elle est en 2001. J'ai plus le titre en tête. Et en gros, tu as un triptyque. Tâche, environnement et individu. Ta situation, c'est comme un petit point dans ce triangle. Tâche, environnement, individu. Tu vas aller pouvoir jouer sur la tâche un peu plus, sur l'individu un peu plus, sur l'environnement un peu plus. Et c'est grâce à ça que tu construis tes situations et que tu vas construire une idée d'apprentissage moteur. OK? Et ce qui va se passer quand tu bouges, c'est que tu bouges, le fait de bouger va amener, par exemple, les mécanorécepteurs à travailler. Ces mécanorécepteurs, pour rester très proprioception, vu que tu m'as parlé de mobilité, etc., l'information des mécanorécepteurs va remonter le long de la voie de la colonne dorsale jusqu'au cerveau, jusqu'au centre intégrateur, et c'est ce qui va permettre de gérer ton corps dans l'espace à un moment T. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend toutes les informations, il les agglomère de manière à savoir ce qui se passe autour de lui et comment son corps bouge dans l'espace et dans le temps si on parle de proprioception. OK? En tant que prépa physique, on est très intéressé à ce qui sort de cette boucle, à savoir le moteur. Mais on l'a dit avant, je bouge pour percevoir, le moteur pour la perception, et je perçois pour bouger. Ce qui veut dire que quand je bouge et que j'ai ma tête qui tourne, quoi qu'il arrive, il y a une stimulation d'un point de vue vestibulaire de ce côté-là. Il y a une stimulation proprioceptive au niveau des muscles du cou, au niveau des articulations du cou, au niveau de la peau, etc. Et il y a aussi une stimulation avec la plus grande des entrées sensorielles visuelles. Et si il était possible, étant donné par exemple que le système visuel, c'est 6 groupes musculaires, pourquoi est-ce qu'on traiterait le système visuel, c'est-à-dire la capacité de prise d'information, qui est réalisée grâce à des mouvements des yeux, ces mêmes yeux qui bougent grâce à des groupes musculaires, est-ce qu'on traiterait le système visuel différemment de ton biceps quand tu l'échauffes, ton genou, parce que tu as des problèmes de genou? Donc du coup, le principe qui sous-tend tout ça, c'est de reprendre la boucle perception-action et d'aller jouer sur les perceptions qui sont peut-être moins bien calibrées et qui, par mauvaise calibration, vont amener des informations qui sont non concordantes avec le reste des informations entrantes au niveau des centres d'intégration. Je te donne un exemple, le pied. Tout le monde fait un peu de travail de pied normalement à l'échauffement. Le pied, c'est un tripode. Donc, premier méta, cinquième méta, talon. Ce tripode, entre ces points du tripode, vous avez des arches. Et il y a 3 arches. OK? Quand tu viens courir, on a un système de pression sous le pied qui renvoie la pression qu'il y a sous le pied. C'est les barorécepteurs, entre autres dans les propriocepteurs. Et si, quand tu poses ton pied, les barorécepteurs sous la tête du premier sont plus sensibles que sous la tête du cinquième, tu vas éventuellement peut-être avoir un pied qui se place comme ça et où tu vas avoir du mal à supiner pour aller jusqu'au bout du gros orteil. Pourtant, dans la tête,
au niveau des centres intégrateurs, la pression entre la tête du cinquième et la tête du premier, elle est la même. D'accord? Le corps, il s'est juste adapté pour avoir un pied qui est un peu sur l'extérieur, comme ça, de manière à avoir une pression équivalente perçue entre la tête du premier et la tête du cinquième. Et si, en retravaillant sur les barorécepteurs, au niveau de la tête du premier, on retrouvait un pied qui était un peu plus à plat. Peut-être bien que dans la séance qui suit, parce que ce n'est pas une pilule magique, ça ne résout pas tout, mais peut-être bien que dans la séance qui suit, d'un point de vue apprentissage moteur, tu arriveras peut-être mieux à avoir un déroulé de pied jusqu'au bout et une phase de propulsion qui finit jusqu'au gros orteil. Tu comprends? Ouais. Et Ouais. dans le même principe, si ton pied il est comme ça sur l'extérieur, d'accord, un peu en inversion comme ça, ton corps, d'un point de vue proprioceptif, va prendre les informations et va se dire, OK, mon pied, c'est une position qui éventuellement fera que je vais tomber sur la droite. Par contre, mon système vestibulaire ne m'indique pas qu'il y a d'accélération de la tête vers la droite. Donc le vestibulaire ne me dit pas que je tombe à droite. Mon système visuel, il est toujours sur l'horizon. À aucun moment, il m'indique que je tombe à droite. Il y a non-concordance. Proprio sur les barorécepteurs me dit que je tombe à droite, visuel me dit non, vestibulaire me dit non. Le corps, il fait un truc tout simple. Hein. Il veut avant tout la survie. Donc, il met un coup de frein à main de manière à ce que les centres intégrateurs, je ne sais pas qui ajuste. Je veux juste pas que tu tombes. Donc, je vais limiter la production de force, de mobilité, etc., etc., etc. Et c'est ce qui peut éventuellement expliquer des problématiques d'ordre technique où, punaise, regarde, à la vidéo, on prend ta vidéo, on prend MySprint, on prend l'analyse vidéo MySprint, ou alors VooMotion, si ceux qui utilisent ça, et on voit les temps d'appui au sol. Regarde, à droite, tu as toujours un temps d'appui plus court qu'à gauche. Tu mets des exos et des exos et des exos et des exos, et ça ne change rien sur le terrain de pratique, à savoir sur un 60 mètres plein gaz ou un 100 mètres plein gaz. Est-ce que la problématique ne viendrait pas de la partie sensorielle de la boucle sensorimotrice? Sachant évidemment qu'en réalisant des gestes, donc le moteur, on alimente le sensoriel. Donc en utilisant des gestes ou en réfléchissant les situations d'apprentissage sur le terrain, parce que l'apprentissage sur le terrain pour le coach, c'est proposer une problématique motrice à l'athlète, et plus le coach est en train d'expliquer, moins il est bon. L'exercice devrait faire la parlotte et mettre en place des exercices qui vont amener un acte moteur précis qui va réguler aussi les entrées sensorielles. Donc, bien évidemment que par l'entraînement même, tu peux aller jouer sur la boucle sensorimotrice. Mais tu peux aussi peut-être accélérer l'apprentissage en allant moduler le sensoriel et en donnant les bons exercices. Ça fait double effet qui se coule. Et Je comment suis tu parti. sais s'il faut jouer? Ouais, non, non, c'est super intéressant, mais comment tu sais s'il faut jouer par exemple sur le sensoriel ou s'il faut aller jouer justement sur un exercice plus physique? Tu as des indicateurs qui font que tu vas te diriger vers l'un ou vers l'autre? Ouais, du testing. Il y a plein de testings qui existent, qui proviennent de la neurologie fonctionnelle, et plein de testings qui viennent de la posturologie aussi, des testings qui viennent des réflexes archaïques, mais en fait, c'est juste de la neurofonctionnelle, avec une vision ontogénétique. Mais en gros, il y a des testings qui nous permettent de faire ça sur la boucle sensorimotrice et sur le côté sensoriel de la boucle. Il y a du testing qui nous permet aussi de tester les centres intégrateurs. Et ensuite, tu as ton testing dit biomécanique qui te permet de tester la sortie motrice. Ben, l'un dans l'autre, je te donne un exemple. Tu as une personne qui marche cette fois-ci avec les pieds plats, dits plats. C'est-à-dire que l'arche latérale, sur le bord externe du pied, il y a très peu de pression dessus. OK? Mm. euh, Cette arche latérale, peut-être qu'elle n'accepte pas la pression, de par la sensorialité exacerbée à ce niveau-là. Est-ce que en allant moduler, c'est-à-dire tu l'as fait marcher dehors sur une surface qui n'est pas menaçante pour lui, mais tu lui fais faire des déroulés de pied sur le bord externe. Bah, quelque part, tu joues sur le sensorimoteur. Donc, tu fais les deux en même temps. Mais s'il est à la maison et que la seule structure au sol qu'il a, c'est du carrelage, bah, tu peux éventuellement utiliser une balle à picot pour resensibiliser ou plutôt recalibrer les informations proprioceptives au niveau du bord externe du pied, de manière à jouer sur la boucle sensorimotrice avec de la fréquence de qualité dans ta journée en allant cibler la partie sensorielle sur le bord externe du pied. Mais Ok. en gros, s'il faut résumer, l'un ne va pas sans l'autre.
Parce que quoi qu'il arrive, Oui. quand tu vas bouger, il va y avoir du sensoriel, du sensorimoteur, du moteur. Et tu peux aller cibler. Et ça prend des simples tests, en fait. Voilà. Ok. Et du coup, si on lit ce que tu viens de dire, si on relit ce que tu viens de dire avec l'échauffement, intégrer du neuro pendant l'échauffement, ça pourrait donc, d'une certaine manière, préparer aussi le corps aux futurs efforts du corps de la séance. Ouais, tout à fait. Et toi, tu dis neuro, mais il y a un truc super stylé qui est fait depuis longtemps, c'est les Animal Flow, par exemple. Je sais pas si ça te parle, Animal Flow? Ou Tim Anderson, Non, ça me parle pas. Original Strength. Non, ça te dit Ouais, rien? ça, j'ai déjà entendu parler. Si, ça, j'ai déjà OK. entendu parler, ouais. Bah, en gros, Original Strength, c'est revenir à la base ontogénétique, c'est-à-dire que tu as rampé avant d'être debout et marché en opposition bras-jambes. Et peut-être que tu l'as vu en STAPS, il y a des gens, tu leur demandes de faire une marche genou-haut, donc tu sais, le A-drill, le montée de genoux, mais en marchant. Et en fait, ils ont toujours le bras et la jambe du même côté qui se lèvent. Ils sont à l'amble. Ouais. Ouais. Ben, en Ouais, fait, ouais, ouais. cette opposition bras-jambes, elle se construit chez l'enfant au moment du rampé, entre autres. Bah, en fait, Tim Ouais. Anderson, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les étapes de développement avec redressement de la tête, retournement, marche à plat ventre, marche à quatre pattes, etc., etc. Et en haut, debout, retravailler sur le croisement, donc le bras et jambes opposés. Et en fait, tu viens juste retravailler sur les autoroutes d'information qui devraient être celles d'un adulte qui fonctionne bien d'un point de vue moteur. Donc, tu n'es pas obligé d'aller faire des exercices très ciblés, où là, ça va te prendre du testing, et cetera, et c'est un travail, en one-on-one, donc en direct avec une personne. Mais aller retravailler sur, des roulades arrière, roulades avant, des retournements, des choses comme ça, bah, en fait, c'est la base de la motricité de l'être humain d'un point de vue ontogénétique. C'est comme ça qu'il s'est construit et c'est comme ça que le système nerveux s'est construit. Donc retravaillons là-dessus avant d'entrer dans la séance. Ouais, la base. Et du coup, si j'ai bien compris, ce type de travail, on le fait en amont de l'échauffement plus classique qui va comprendre les exercices articulaires, musculaires, etc. On le fait plutôt en premier plutôt qu'en fin d'échauffement, ça paraît plus logique. Ouais, ça dépend quels exercices et à quel niveau de mise en œuvre tu es. Sur des exos très simples qui vraiment améliorent la boucle sensorimotrice, bien évidemment que tu les mets au début. Mais après, ces exos-là, ils peuvent aussi aller pousser la demande qui est celle du sport un peu plus loin. Et ça, tu peux le mettre en fin d'échauffement pour avoir un effet, l'effet autoroute. Ça te parle, l'effet autoroute? Non. Tu es sur l'autoroute à 130, tu prends la sortie et c'est 30 tout de suite après la sortie. Tu as l'impression de ne pas avancer, c'est un truc de ouf. Tu pars de chez toi, tu sors de ton garage, tu te mets à 30, tu avances quand même. L'impression de Mm. vitesse n'est pas la même. C'est Ah l'effet oui. autoroute. Ben, même Ok. principe un peu. Ou tu pourrais parler Ok. aussi d'effet PAP ou PAPE. Donc ça, c'est plus Oui. ceux qui sont coach. Vous connaissez, c'est phosphorylation des chaînes légères de myosine à skip. Enfin, on n'a pas encore exactement le processus, mais c'est le principe du lourd léger ou des choses comme ça. Donc ça Mm. dépend à quel niveau tu es. Ensuite, ça, on peut le mettre avant les entraînements. Mais avant les entraînements, on va mettre des choses qui vont potentialiser le système nerveux, qui vont améliorer le système nerveux. Or, il y a des stimulations qui peuvent faire régresser. Ces stimulations sont bien évidemment à travailler, parce que je ne l'ai pas dit, mais aller travailler sur X, Y, Z stimulation dite neuro, comme tu as dit, et le fait que ça améliore drastiquement la boucle sensorimotrice, au-delà de l'effet d'un simple échauffement, c'est pas normal. Tout comme ce n'est pas normal que ça régresse. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est le plus proche possible d'une neutralité. Si tu es le plus proche possible d'une neutralité, ça veut dire que ton système, il fonctionne bien, tout simplement. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est oui, effectivement, il y a le placement avant les séances. Je m'en écarte de plus en plus, dans le sens où c'est, allez, peut-être 2 minutes de travail avant l'échauffement et avant le corps de séance. J'aime bien les quotidiens, le principe des quotidiens. C'est des petites choses que tu peux faire dans la journée avec de la fréquence de qualité qui te permet de stimuler la neuroplasticité et qu'on vient placer au milieu de la journée, que ça soit le matin, le soir, à chaque fois que tu vas aux toilettes et des choses comme ça. Voilà. Ok. Une autre question toujours un peu dans le même thème. Je sais que vous en parlez avec Labo RNP où on voit
des vidéos ou des sportifs en général de haut niveau à leur compétition qui font des exercices qui stimulent la vision dans un but de concentration et de préparation à l'exercice. Ma question, c'est pour des entraîneurs qui entraînent par exemple des groupes de jeunes, des entraînements classiques, on va dire. Est-ce que tu vois un intérêt aussi à faire par exemple ce type d'exercice 2-3 minutes avant une séance pour préparer un environnement de travail propice et éviter et mettre entre guillemets les sportifs dans leur bulle pour qu'ils soient concentrés et éviter toute dissipation qui pourrait nuire à la qualité de la séance. Alors, oui, ça peut faire sens, comme il y a beaucoup d'autres manières de faire pour faire rentrer les gens dans la séance. Ça peut être de la respiration, une respiration choisie, ça peut être plein de choses. Donc, si c'est juste pour faire rentrer les sportifs dans la séance, oui, éventuellement, mais il y a plein d'autres choses aussi. Ensuite, si tu veux bosser que sur 2 ou 3 minutes, il faut que ça soit ciblé pour améliorer la boucle sensorimotrice du sportif en face de toi. Donc, ça doit être ciblé sur quel groupe musculaire au niveau des yeux a besoin de travailler, quelle compétence visuelle a besoin d'être travaillée. Si tu veux faire un travail de groupe sur le moteur de la prise d'information, là, il y a des études qui sont sorties et énormément dans le baseball. Sauf que, comme le dit le BET, le Brain Endurance Training, si tu veux vraiment avoir un impact, c'est 20 minutes de travail. Donc, c'est plutôt des séances que tu vas mettre en dehors. Sur le baseball, il y a des trucs qui sont sortis dans les années 2010, début des années 2010, et qu'on a repris, qu'on a fait évoluer, même avec une équipe de hand, par exemple, avec laquelle je travaillais en Pro League, où en fait, on a fait une sorte d'étude prospective, si on peut dire, où on a travaillé première partie de saison sans les exercices visuels, deuxième partie de saison avec, et on regardait les stats de perte de balles et des choses comme ça. Et en fait, les protocoles sont faciles à mettre en place, et ces protocoles-là, là, on les mettait pendant les séances de muscu, en fillers, donc entre les exos de muscu. Et après, tu peux le faire à la maison, ça ne te prend pas beaucoup de matériel, en vrai. Sur les études, il y a du matériel onéreux qui a été pris, mais en fait, si tu retravailles sur les mêmes compétences, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de matos. Et c'est intéressant à mettre en place parce que les résultats sont clairement significatifs. Voilà. Par contre, il y a une personne dans le staff ou dans les staffs qui est très peu présente. Dans les staffs que je connais, que j'ai pu côtoyer, on en trouve très peu et c'est très dommageable, surtout dans les sports de prise d'information. C'est l'optométriste dans tout pays autre que la France et l'orthoptiste en France. C'est-à-dire, si tu es dans un sport de prise d'information, toi tu fais du tennis, est-ce que tu es déjà allé voir si tes yeux sont bien calibrés? Et Personnellement, non. souvent, l'orthoptiste, ou plutôt si tu as besoin de lunettes, tu vas chez l'ophtalmo et on regarde si tu as 20 sur 20. Alors ça, c'est la nomenclature américaine, parce que les recherches, je les ai fait en anglais, bien évidemment, avec des optométristes américains. Mais en gros, 20 sur 20, c'est le 10 sur 10, il me semble, en France. Et ça, c'est la norme pour la population générale. Sauf que toi, tes yeux en tennis, c'est ton outil de prise d'information. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller mettre des correctifs, si tu as besoin de lentilles, mais des correctifs pour voir mieux que la norme, étant donné que tu veux faire partie, entre guillemets, du top 1% dans ton sport, c'est-à-dire être le meilleur possible au tennis. Sauf que le tennis, c'est de la prise d'infos. Et c'est là-dessus qu'ils bossent depuis les années 2000, les Américains. Et ils vont justement, sur les joueurs de baseball, mettre en place des lentilles pour voir à 8,3, avoir une acuité visuelle très, très précise. Et en fait, l'acuité, c'est la base de la pyramide de la vision binoculaire. Voilà. Ok, Et c'est ça se met en intéressant. place. Il y a des protocoles dans les études, pour revenir là-dessus. Ça prend entre 15 et 20 minutes par protocole. Ils le faisaient 2 à 3 fois par semaine, dépendant du moment dans la saison, en pré-saison ou en saison. Et ces études, elles sont principalement dans le baseball. Ok. Voilà. Ce qui m'intéresse aussi, puisque je travaille aussi avec des baseballeurs, donc je me Ouais, ferai un voilà, plaisir d'aller jeter un coup d'œil. carrément. Alors, toujours dans l'optique de l'échauffement, tu parles pas mal sur ta page Instagram pour préparer. Alors, je crois que tu en avais parlé, c'était des études de baseball aussi pour préparer l'épaule avec les drop-on catch et les rebond reps Mhm. dont tu parles souvent. C'est pas très connu, j'ai l'impression, par opposition par exemple au travail avec élastique.
Est-ce que tu pourrais expliquer un peu l'intérêt de ce type d'exercice en comparaison avec des exercices classiques où tu viens mobiliser les rotateurs externes, les rotateurs internes, etc. Alors, on connaît les bénéfices de la corde à sauter. Ouais, On connaît les bénéfices des death jump et des drop jump, des death drop et des drop jump. Death drop, c'est quand tu sautes d'une caisse et tu t'arrêtes net. Tu vois, tu pars en haut d'une caisse, tu descends, tu t'arrêtes net. Drop jump, c'est tu descends d'une caisse et tu sautes derrière. C'est de la pliométrie. C'est Verkhoshansky. Ça te parle? Vous avez vu ça? oui, oui, bien sûr. Ok. J'ai fait mon mémoire là-dessus. Parfait. Ben, un drop and catch, c'est un death drop pour d'autres parties du corps que les cannes. Et un rebound rep, c'est un drop jump pour d'autres parties du corps. Voilà. Du coup, toi qui as fait un mémoire là-dessus, tu sais les adaptations qu'il y a derrière. Ouais. Et tu as vu, normalement, que le death drop ou le drop jump, ça pouvait avoir un effet potentiation pour la performance qui suit. C'est étudié aussi d'un point de vue PAP, etc. C'est Mm. exactement le même principe sur d'autres parties du corps, d'autres groupes musculaires, d'autres actions articulaires. Ça répond? Ok. Ça répond et c'est très bien imagé parce que je pense que ça parle à tout le monde, Mhm. les drop jumps et les exercices de pliométrie. Mhm. Mais il y a aussi un aspect, comment dire, où tu peux surcharger aussi. Tu fais ça avec des sangles d'escalade et du coup, tu peux mettre de plus en plus de contraintes. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire ce type de travail en dehors de l'échauffement, mais dans une optique, entre guillemets, de prévention de blessures où on va préparer, enfin, on va solliciter par exemple, le complexe de l'épaule pour qu'il soit, alors je mets des guillemets, pour qu'il soit habitué à ce type de contraintes et donc limiter par la suite potentiellement le risque de blessure. Je vais même aller plus loin que toi. Cette idée, elle est surtout d'aller trouver des stimulations qui sont plus hautes que celles de la compétition. Et c'est bien ça le but de l'entraînement et de la prépa athlétique. Et en fait, si tu regardes les études sur le death drop, le drop jump, euh, je les ai pas loin. Si tu me donnes 5 secondes, Je t'en prie. je vais te sortir un tableau, comme ça je dirai les bons chiffres. Ok, étude sur les forces de réaction au sol, la quantification des forces de réaction au sol, sur les death drop et les drop jump, sortis en 2009 par Brian Wallace et collaborateurs. Le titre, c'est Quantification of Vertical Ground Reaction Forces of Popular Bilateral Plyometric Exercises. OK? Il y a un tableau qui est dedans et qui te dit, quand tu fais un drop jump de 30 cm, la réaction de force verticale au sol, quand tu sautes de 30 cm et que tu fais un drop jump, tu descends et tu sautes le plus haut possible, c'est 2,87 fois poids de corps plus ou moins 0,44. OK? Mm. Quand tu fais un death drop de 30 cm, donc quand tu sautes, que tu descends et que tu cherches à t'arrêter le plus vite possible, donc un drop and catch sur les autres exercices, on est à 3,33 fois poids de corps plus ou moins 1,05 fois poids de corps. Plus ou moins 1,05, je pense l'expliquer par le fait que les athlètes ne sont pas forcément habitués à cette capacité à freiner vite. Okay, donc, il y a un plus grand écart. Donc, ça, c'est pour 30 cm. Quand tu fais 60 cm en dress drop, donc là, on était à 3,33, on monte du double, 60 cm. On est à 4,31 fois poids de corps en vertical ground reaction force et plus ou moins 1,33. Quand on monte à 90 en death drop, on est à 5,39 fois poids de corps, plus ou moins 1,64. OK? Donc, en fait, ta hauteur de saut en contrebas va médier et va avoir un impact sur, entre guillemets, l'intensité relative, mais l'intensité de la réaction de force au sol. Et donc, en fait, il y a une progressivité à avoir sur la hauteur de saut qui va te permettre de, cycle en cycle, monter les forces de réaction au sol pour arriver à 90 cm, on est déjà à 5,39 plus ou moins 1,64. Il y a un moment donné où on va dépasser le pic de réaction de force qu'on retrouve en sprint, par exemple.
voire même qu'on retrouve sur un blocage au javelot, qu'on retrouve sur un changement de direction ou des choses comme ça. Et c'est bien ça qu'on cherche en prépa athlétique, c'est-à-dire amener progressivement, sur charge progressive, au lieu de voir juste la charge, aller voir l'intensité aussi, des réactions au sol. Et c'est pour ça qu'on a les plateformes de force et des choses comme ça. En fait, pour en revenir à ta question, maintenant que le parallèle est fait, les drop and catch, en fonction de la charge que tu utilises et de l'amplitude que tu vas utiliser, ou les rebound reps, tu vas avoir une incrémentation aussi de pic de réaction. Cette incrémentation, c'est ce qui doit te permettre, in fine, normalement, de dépasser la demande du sport. Voilà pourquoi on l'utilise en prépa athlétique sur des handballeurs, sur des volleyeurs, sur des lanceurs de javelot. Et on l'utilise également sur le bas du corps, sur pas mal de mouvements différents, avec cette idée-là en tête. Ça répond? Ça répond carrément, ouais. Ouais, donc ouais, vraiment pour faire simple, on va chercher des stimulations plus importantes que ce qu'on va retrouver dans le sport. Comme ça, entre guillemets, quand on est dans le sport, on est habitué Et à tu avoir devrais plus avoir dans ta semaine 2 entraînements qui soient plus élevés que la demande du match, si on parle des sport co. C'est bizarre, je trouve, de se dire que la stimulation la plus haute que tu retrouves dans ta semaine, c'est ton match. Je pense il faudrait tendre vers des stimulations qui sont plus hautes d'un point de vue des marqueurs perceptifs, etc., que la stimulation du match. Ça voudra dire que tu as dépassé la demande de ton sport et qu'entre guillemets, le match est beaucoup plus facile. Ouais. Ouais, Voilà. Et quand tu fais ça ça, paraît logique. oui, ça paraît logique. Et d'expérience, quand tu arrives à faire ça, il y a beaucoup moins de blessures. Ce qui veut dire que la prévention des blessures, comme le dit Stéphane Morin, c'est mieux s'entraîner. S'entraîner plus souvent et mieux. Avant tout. Voilà. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a encore des personnes, et moi-même dans mon cursus de formation, où on avait des cours pour la prévention et on nous enseignait, je pense pas que ce soit faux, mais ça allait pas plus loin comme ce qu'on vient d'évoquer. Et on avait simplement des exercices, alors du renfort classique, mais sans des stimulations qui soient supérieures, vraiment supérieures à ce qu'on retrouve dans l'activité. Et je trouve que c'est dommage que du coup, je pense qu'il y a encore des personnes qui se limitent quoi, dans ces choses-là. Pour moi, tout est juste. Et dans ce que tu me dis, là, au jour d'aujourd'hui, comment je le placerai? Ce que tu fais en allant cibler du renfort ciblé, c'est aller jouer sur les points faibles de l'athlète, le maillon le plus faible. Et en plaçant du renforcement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la proprioception, si on en revient à la boucle sensorimotrice. Donc en fait, c'est réguler la boucle sensorimotrice d'un point de vue proprioceptif. Donc c'est juste, ça fait sens, Oui, mais c'est pas du côté du développement, c'est du côté de l'optimisation du potentiel. Et c'est là où, dans ce que je te disais au début, il y a une valence développement des qualités physiques, une valence optimisation. En fait, tous ces protocoles qu'on connaît avec, par exemple, tu as le test FMS qui est très décrié avec des protocoles qui arrivaient derrière. C'est des protocoles de 45 minutes où tu enchaînes plein d'exos en fonction des faiblesses qu'on a vues parce que tu as skip un genou valgum ou tu as le bus qui passe vers l'avant quand tu fais un overhead squat, etc. Tu as des protocoles sur 2, 3, 4 étapes pour réguler ça. Quelque part, pour moi, c'est du côté optimisation et du côté proprioception dans l'optimisation. Mais pas forcément, ce pas des séances qui ont à vocation développement. Donc, si c'est ce dont la personne a besoin et si par test, retest, ça marche, fais-le. Mais est-ce que ça va obligatoirement réduire le nombre de blessures? Au vu des statistiques sur le nombre de blessures, etc., je ne pense pas. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de blessures, ou au moins ça reste ISO, mais on n'arrive pas à réguler ça. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit la pilule magique pour, comment ils disent, prévenir les blessures. ouais. De toute façon, les Terme blessures, qui elles n'est pas vont faux. toujours arriver, c'est juste savoir quand, en fait. Voilà, tu ne C'est pourras pas ça. y échapper. Voilà. Ok. Je voulais aborder un autre thème avec toi. C'est la fatigue, mais différencier un peu la fatigue neurologique et la fatigue physique. Et première question, est-ce que on distingue fatigue neurologique et fatigue
psychologique? Est-ce qu'il y a un distinguo entre ces fatigues? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est une bonne question. Je ne suis pas assez calé là-dedans pour y répondre. Voilà. Ok. C'est pas Alors, mon. J'ai des connaissances, mais j'ai pas envie de dire de conneries et autant aller voir quelqu'un qui s'y intéresse plus particulièrement. Je sais que Massamba Mbaye, Massamba, ouais, Massamba, il en parlait, mais c'était aussi sur Strasbourg, il y a un mec qui a fait un PhD là-dessus. Voilà. ok. Bon, je me renseignerai. Mm. Alors, du coup, prochaine question. Comment on peut, comment percevoir chez les athlètes et comment différencier une fatigue neuro et une fatigue physique? Est-ce que tu as des pistes de réponse là-dessus ou pas spécialement? Pas spécialement. Nous, on bosse avec la fatigue au sens large, euh, au travers des entraînements, dans le sens où on met pas de nombre de répétitions et on travaille sur un modèle autorégulé. Cette autorégulation, elle vient au travers de plusieurs mises en œuvre avec pas mal de données. Et en fait, tout notre objectif autour d'une prépa athlétique, c'est d'aller faire en sorte qu'à chaque fois que tu reviennes sur une séance, tu sois meilleur que la précédente. Et si ce n'est pas le cas, on va se poser les bonnes questions sur ce qui se passe et quel a été l'impact de la séance. Est-ce que tu as bien récupéré? Est-ce que les marqueurs étaient OK? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie perso? Est-ce que on a mis trop de fatigue, dans le sens où on a trop poussé la machine? Est-ce qu'on n'en a mis pas assez? Est-ce que le temps entre les deux séances était optimal? Et en fait, on arrive progressivement à dresser les profils des sportifs sur leur sur la manière qu'ils ont de réagir sur un certain cycle et derrière avoir cette idée d'être meilleur à chaque séance. Voilà. Ok. Parce que je te pose la question parce que j'ai l'impression que des fois on peut être fatigué par rapport à une journée qu'on a eue, pas à cause du sport, mais vraiment la journée, on a travaillé, etc. Mais qu'on a une séance de physique à faire et que, ok, on est un peu fatigué, mais une fois qu'on est dedans, finalement, ça se passe bien et on peut se donner. Et c'est pour ça, moi, j'arrive à le percevoir sur moi, mais quand je suis avec les sportifs, je trouve, j'ai du mal à voir si c'est vraiment physiquement où ils ont eu, où ils sont fatigués, ou alors est-ce que c'est vraiment fatigue psychologique. Et je trouve que c'est toujours un peu délicat de faire le distinguo avec, et du coup d'essayer d'adapter au mieux la séance en fonction de leur état de forme. Je pense que d'un côté, il faut que tu t'intéresses aux marqueurs perceptifs. Et de l'autre côté, nous, à chaque séance, enfin je dis nous, mais avec les staffs avec qui je collabore, à chaque Mm. séance, il y a du testing en fait. Et ce testing va nous permettre de faire des choix. Et des choix sur est-ce qu'on continue par rapport à ce qui était prévu ou est-ce qu'on pivote, et même à distance. Et en fait, derrière le nombre de séries et ce qui va être réalisé dans la séance, même si tu es en super forme ou tu n'es pas en forme, c'est pas inscrit sur le plan. C'est pas inscrit à l'avance. Le nombre de séries, c'est ton système nerveux qui va nous le donner. Donc il y a des étapes, enfin des, des braquets de fatigue induite pendant la séance qu'on vient observer et au moment où on passe ce cap, on stoppe la séance, tout simplement. Ok. Et du coup, j'arrive à des fois il y a des sportifs qui peut-être qu'ils ont entre guillemets, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais qui ils sont fatigués, mais ils peuvent quand même ils peuvent le faire, mais ils font un peu les flemmards ou voilà, tu arrives à percevoir ça et à gérer ou ça reste quand même toujours un peu délicat. Si, si, on arrive à le percevoir parce que, comme je t'ai dit, il y a du testing au début de chaque mouvement dans le corps principal de séance, avec du VBT, avec des distances en saut ou des choses comme ça. Et l'un dans l'autre, c'est un modèle d'entraînement qui est très dans le défi avec soi-même, on va dire, avec beaucoup de tests tous les jours, etc. Enfin, tu cherches à te dépasser tous les jours. Donc, du coup, si vraiment tu n'y arrives pas sur la journée, on va très vite le voir et on va pivoter. Par contre, si tu es sur une séance où tu te situes, et normalement, tu devrais être au moins au niveau de ton record ou au-dessus, en fait, tu viens de challenger et en fait, ça te met dans la boucle. J'ai beaucoup de sportifs en suivi qui s'entraînent tout seuls. Et s'entraîner tout seul, ça demande énormément de motivation intrinsèque.
Et en fait, on arrive à ajouter de la motivation extrinsèque, surtout sur des sportifs qui aiment la compétition et tout, au travers de données sur des applications de suivi de barre, tu sais, les vitesses de barre et des choses comme ça, des Ouais. distances, en gros, mettre la compétition au centre. Ils font du sport pour la compète, la plupart avec qui je collabore. Donc, tu replaces toujours la compète au centre et tu essayes au plus possible d'aller mettre des sous-objectifs. Tu as l'objectif de saison et tu as des sous-objectifs de cycle, etc. Et tu mets en place tes sous-objectifs sur des semi-techniques, sur des mouvements en particulier, où l'objectif, c'est de progresser à chaque fois. Et cette Voilà. motivation extrinsèque, elle a pas des limites des fois? Si, bien évidemment, comme tout. On essaye de faire au mieux. Mm. Et est-ce que tu penses que pour essayer comment de voir j'ai pas le mot de voir quand le sportif va avoir une fatigue parce qu'on peut jamais être au top tout le temps. Qu'est-ce que tu penses du monitoring de la charge d'entraînement? Est-ce que tu penses que c'est intéressant de entre guillemets de le millimétrer ou c'est mieux de parce que ça dépend de plein de facteurs en fait la fatigue. C'est pas que la charge d'entraînement, il y a plein de facteurs. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de le millimétrer ou ça reste juste un indice parmi plein de choses? Je pense que c'est très intéressant d'aller le pousser et que oui, effectivement, ça va beaucoup plus loin que le RPE. Et pour ça, on en a parlé avant, il faut aller voir Training Load Pro et Stéphane Morin qui est à l'université de Nantes. Mm. Et de ce que j'ai compris, il y a Loïs Robin Monaco qui est sur Nice, qui travaille énormément avec ça aussi. Donc il y a plusieurs personnes en France. Et après, c'est beaucoup dans le football professionnel avec Joubert, etc. L'équipe de France de handball travaille aussi avec ça. Il me semble le volley aussi. Et en gros, oui, c'est utilisé dans des grosses équipes. Ça nécessite une mise en œuvre au début, mais une fois que la machine elle est lancée, c'est très intéressant d'aller observer ces variations-là. Parce que, un truc tout bête, mais ce qui va varier avant la blessure, enfin, ce qui va amener à une éventuelle blessure, c'est souvent, de par les marqueurs, quelque chose qui s'est passé dans la sphère privée. Donc, ça va beaucoup plus loin, comme tu as dit, qu'une simple observation de RPE, c'est-à-dire l'intensité fois la durée, machin. Non, ça va beaucoup plus loin si tu veux commencer à pousser les données de ce type-là. Mais par contre, effectivement, tu vas pouvoir vraiment t'éclater et aller loin dans la réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres données sur lesquelles on pourrait se baser, autres que le monitoring de la charge d'entraînement, pour prendre en compte plusieurs données et valider une ou plusieurs hypothèses concernant l'état de forme des joueurs? Il y a les trucs traditionnels qui existent. Tu vas mesurer par exemple le saut vertical et tu vas mesurer la variabilité par rapport à leur record. Et tu prends une échelle, ça peut être 5%, 10% en dessous. En fonction, tu t'adaptes. Donc, tu as plusieurs paliers d'adaptation. Que ça soit, si c'est vers le haut, c'est plein gaz. Si c'est vers le bas, tu as des paliers d'adaptation. Donc ça, souvent, les clubs de foot, de rugby, etc., ils l'utilisent pour aller étalonner le temps de récupération nécessaire après un match. Ensuite, tu as les marqueurs sanguins qui sont très intéressants aussi. Pour revenir sur le CMJ ou les tests de saut, il y a aussi le test de grippe qui existe et qui est documenté dans la littérature. Et tu as plein de petits tests comme ça que tu peux faire régulièrement qui te prennent pas forcément de temps et, euh, et qui te permettent d'aller étalonner un état de forme. En haltéro, on utilise aussi un truc qui est le VBT avec une montée de barre qui est étalonnée et entre guillemets toujours la même, avec une arrivée à 70% du 1RM sur un muscle snatch par exemple. Et on va regarder la vitesse sur cette barre-là, qui est notre barre étalon, par rapport à ton record et où tu te situes d'habitude. Donc en fait, tu n'as même pas forcément besoin d'aller checker sur des exos dissociés, si on peut dire, ou une première partie de séance testing de ton état de forme, etc. Si tu utilises le VBT, donc Velocity Based Training, des accéléromètres, maintenant ça se fait même en vidéo, tu as Quick et VBT métrique, il me semble, en application, avec Quick qui est sur Android et iOS, et VBT métrique uniquement sur iOS, pardon. Et du coup, avec ces métriques-là et avec une montée en charge qui est la même sur le cycle, etc., tu peux voir l'état de fatigue.
Et en fait, ça fait partie de ton échauffement. Ça répond? Ok. Ça, C'est les ça, trucs ça qui me répond, je viennent en dirais. tête là. Ouais, ouais. Après, ouais, il y a des outils qui sont hyper intéressants, mais pas toujours accessibles pour des jeunes préparateurs physiques ou ce genre de choses. Mais ouais, il y a des applis maintenant qui existent. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'outils qui restent, on va dire, abordables pour les coachs. Ouais, c'est ça. Après, tu as le HRV qui a eu le vent en poupe aussi, tu sais, avec les Ouais. montres, etc. Pour en Mm. avoir parlé avec la personne qui s'occupe de ça, Sylvain Fréville, qui s'occupe de ça sur l'équipe de France de handball, euh, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut penser et il y a plusieurs types de fatigue. Ben, lui, ça serait quelqu'un typiquement à interviewer si tu veux vraiment pousser la fatigue. Sylvain, Ok. il m'en avait parlé et c'était extrêmement intéressant ce qu'il m'avait partagé. Et effectivement, ça va beaucoup plus loin que un score. Il y a plusieurs fatigues et il y a plusieurs stratégies en fonction de la fatigue observée. Mais comme je t'ai dit Ok. avant, je suis pas expert là-dedans, je vais pas me prononcer. Ouais, non, mais ça donne des pistes déjà. Et ouais, si je veux Mm. creuser, pourquoi pas échanger avec Ouais, lui. Sylvain Fréville. Sylvain Fréville. J'y ai pas pensé avant, je sais pas pourquoi, mais Ok. contacte-le lui, il est vraiment solide. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter qu'on n'aurait pas forcément évoqué sur la fatigue, l'état de forme, etc., le distinguo fatigue neuro-physique? Non, pas spécialement. Ok. Une autre question, alors que double question entre neuro et physique, une question que je me pose, j'ai déjà eu des pistes de réponse et je me fais mon avis. En préparation physique, en général, par exemple, quand on cherche à développer la puissance, l'explosivité et tout, Euh, on, il y en a qui préconisent de garder les mêmes exercices et de les répéter avec une surcharge progressive, et d'autres qui changent régulièrement d'exercice. Et ma question est la suivante. Toi, quel est ton avis là-dessus? Et je te pose la même question, mais sur des exercices de neuro. Est-ce que vaut mieux garder les mêmes exercices et les répéter semaine après semaine avec les sportifs, ou c'est mieux de varier les stimulations avec des exercices différents? Les deux sont justes, c'est gris, comme toujours. Et pour faire ton choix, il y a plusieurs outils qui existent. Alors, on va partir déjà sur l'apprentissage moteur et développement de la puissance, tu m'as dit, c'est ça? Sur Ouais, c'est un exemple. Ouais. J'ai pris l'exemple de la puissance. puissance max. Ok. Alors, tu peux faire un neurotype, le neurotyping, je sais pas si ça te parle. Ça a été mis en Ouais, j'ai avant par entendu parler. Poliquin. Donc, Poliquin, il avait un neurotyping qui était basé sur les éléments de de la médecine chinoise, donc le feu, la terre, le bois, etc. Thibaudot a fait le sien aussi, où son père, il est psychologue, il me semble, et il a son propre testing. Donc, Poliquin, il se basait sur le test de Braverman, du docteur Eric Braverman, qui parle de un cerveau à 100%. Il y a un bouquin qui existe en français là-dessus, avec un testing. Ce testing te permet d'avoir ta balance en neurotransmetteurs. Cette balance en neurotransmetteurs va médier un peu la manière, la manière que tu as de fonctionner. Et bon, c'est pas toujours ouf, mais ça te permet de te mettre entre guillemets dans des catégories. Ces catégories, elles sont mises en place et réfléchies après d'un point de vue de ce que tu peux programmer pour le sportif. Si tu as un dopamine dominant, par exemple, il va pouvoir mettre de l'intensité tous les jours, mais à faible volume. Par contre, c'est quelqu'un qui peut faire de la force max tous les jours. Un acétylcholine dominant, dans l'acétylcholine, il y a la choline, c'est ce qui fait appel à tout ce qui est mémoire. Et en fait, c'est des personnes qui, pour progresser, ont besoin d'énormément de variété dans les exercices et pas forcément dans les méthodes. Donc, c'est typiquement des personnes où tu vas garder la méthode, mais tu vas changer l'exo tout le temps. C'est des personnes également qui ont besoin de rebond, qui n'aiment pas les phases excentriques lentes, l'isométrie longue, les choses comme ça, qui ont besoin de rebond tout le temps et d'aller utiliser le cycle étirement-renvoi. Tu as des personnes qui sont plus profil équilibré, un profil terre chez Poliquin, profil 2A chez Thibaudot. C'est typiquement le caméléon, tout marche, mais rien ne marche pour longtemps. Ou en gros, tu as une première partie de séance qui est plutôt orientée force, une deuxième plutôt orientée hypertrophie, si on peut dire, si on fait deux grandes catégories, ou plutôt intensité avec plio force, et deuxième partie plutôt structurelle. Et c'est des personnes qui ont besoin d'énormément de variations dans les méthodes et pas forcément dans les exercices. Et on peut descendre encore d'autres profils, etc. Donc déjà, par un neurotype, tu peux voir que cet outil-là, parce que c'est juste un outil, te permettrait éventuellement d'avoir plusieurs réponses
en fonction de la personne qui se situe en face de toi. Ensuite, j'aime bien ce qui se faisait et ce qui se fait chez les Russes. Et il y a une personne en particulier qui s'appelle le docteur Bondarchuk. Je ne sais pas si ça te parle, qui est dans l'athlétisme et les lancers lourds. Bondarchuk, il a une méthode. La méthode Bondarchuk, c'est mettre la vraie méthode Bondarchuk. Il peut y avoir 2 séances, mais souvent c'est une séance, une seule et même séance, que tu répètes tous les jours jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'effet et jusqu'à ce que tu aies battu ton record. La méthode Bondarchuk, elle voit la pyramide du développement des qualités physiques à l'inverse, dans le sens où c'est les exercices de compétition qui sont en premier, les exercices de développement spéciaux qui sont en second, les exercices de préparation au développement spécial qui sont en troisième, et les exercices dits généraux, à savoir un squat ou des choses comme ça, qui sont en quatrième. Donc en fait, le programme de Bondarchuk, tu prends Ethan Katzberg. Ethan Katzberg, c'est le champion olympique au marteau, champion du monde, qui va certainement battre le record du monde bientôt. Il s'entraîne sur ce modèle-là depuis longtemps. Et c'est un sportif qui a des perfs relatives en force maximale qui sont, entre guillemets, ridicules, ou plutôt vues ridicules par la communauté des prépas physiques. C'est-à-dire, il va te faire des séances avec 80 kg en back squat, alors qu'il fait 84 mètres au marteau. Là où ses concurrents, ils sont plus à 200, 220. Par contre, lui, il a une réflexion sur exercice de développement spécial ou de préparation spéciale, où en fait, il fait ses squats, mais à une certaine vitesse. Il va faire ses squats dans un circuit. Et il va faire ses squats avec une idée d'apprentissage moteur. Et là, je te renvoie à Franz Bosch, par exemple, qui va te parler des complexes et des contrastes, c'est-à-dire mettre des exercices les uns derrière les autres, non pas pour l'effet PAP et pour l'effet lourd léger, l'effet un peu autoroute, mais plus pour l'aspect apprentissage moteur. Ben, la méthode Bondarchuk est très tournée autour de ça, et avec cette idée d'observer le profil individuel du sportif, à savoir en combien de séances est-ce qu'il va s'adapter. Ethan, c'est 16 séances, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'il change énormément de cycles dans l'année, et surtout qu'à la fin de chaque cycle, c'est un pic de forme. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce qui fait que Bondarchuk, dans son système, multiplie les pics de forme dans l'année, de manière à toujours cibler au travers de ses programmes le point faible et à remettre au centre la discipline. Il y a d'autres athlètes, ils piquent en 30, d'autres en 40, d'autres en 50 séances, ça dépend, avec des profils différents. Des profils où il ne se passe rien au début, ça monte, ça stabilise. Des profils où ça descend, ça monte, ça monte et ça stabilise. Des profils, ça monte et ça stabilise tout de suite. Chacun réagit différemment, on va dire. Et lui, son objectif, c'est de dresser ton profil. Donc là, concrètement, je viens de te donner l'exemple d'un système d'entraînement qui fonctionne exceptionnellement bien. Pour un ordre d'idée, Bondarchuk, dans les années 80, début des années 90, 3 de ses athlètes étaient sur les 3 premières marches du podium olympique. Point. Ça marche exceptionnellement bien. C'est très monotone. Pas de souci avec ça. Et il y a très, très peu de changements d'exercice. OK ? De l'autre côté, tu as des méthodologies où on va changer l'exercice absolument tout le temps, surtout quand on commence à s'intéresser, par exemple, à l'apprentissage différentiel. Et où il y a également énormément de bénéfices à ça, même sur les sportifs de très bon niveau. Et même dans l'apprentissage par contrainte dirigée, tu vas changer les contraintes de manière à poser des problématiques motrices aux sportifs. Et ces problématiques motrices, une fois qu'elles sont résolues, il faut que tu pousses un peu plus loin. Donc, tu changes les exercices. Et c'est là où on a une réflexion en prépa athlétique qui part de la discipline et que monter ta puissance max en squat, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un transfert sur tes changements de direction? Oui, non. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est tes changements de direction sur le terrain et même plus loin que ça, tes changements de direction sur le terrain par rapport à une prise d'information, c'est-à-dire tes capacités internes par rapport à des affordances, à un moment T, est-ce que tu fais les bons choix? Donc, il y a 2 écoles, les 2 fonctionnent. Qui as-tu en face de toi? Choisis en fonction. Voilà. Et évite, si tu es coach prépa physique et que tu nous écoutes, je pense qu'il faut prendre du recul et éviter de programmer ce que tu ferais pour toi. Et essayer d'aller creuser sur qu'est-ce que l'athlète a réellement besoin. Parce que on a tous tendance à programmer comme nous on aimerait s'entraîner pour tout le monde.
voilà. Je suis parti un peu des deux côtés pour Oui, montrer que pour moi, c'est gris et j'ai pas de réponse à te donner, en fait. C'est le terrain qui te donnera la réponse. ouais. Et c'est intéressant c'est très intéressant. Et j'ai une question un peu plus d'ordre sur, sur l'humain, on va dire, j'appelle ça comme ça. Est-ce que euh, tu penses qu'il faut prendre en compte ce que le sportif aime faire? Et je trouve ça c'est difficile parce que on va pas faire tout ce que le sportif aime faire, mais d'un côté, quand il aime faire quelque chose, il va mieux s'investir plutôt que si sa motivation elle est un peu plus basse et que il se donne un peu moins, mais que c'est 100% fait pour lui d'après nos analyses. Comment tu te situes, comment tu gères un peu ce que le sportif aime faire dans ce cas-là? Je pense c'est difficile de répondre parce qu'il y aurait plein de pistes de réponses. Pour faire simple, ça dépend du moment dans la saison. Tu es en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques. Tout le monde a, entre guillemets, les mêmes qualités médianes. D'accord? Ce qui va faire la différence, c'est le truc que tu as en plus, entre guillemets. C'est vraiment très imagé. Et ce Hmm. qui veut dire que quand tu es sur ton terrain de pratique, tu as des points forts. Et c'est ces points forts qui font que tu en es là aujourd'hui et qui feront certainement que tu iras plus loin. Par contre, tu as aussi des points faibles. Ces points faibles ne feront jamais la différence. Mais plus ces points faibles sont modulés, sont à un niveau correct, moins ça sera une problématique, on va dire, et quelque chose qui te tirera en arrière par rapport à ta performance. Donc, dépendant du moment dans la saison, il y a des écoles qui, on ne cible que le maillon faible, et tant que le maillon faible n'est pas régulé, on continue là-dessus. C'est des écoles, je parle des écoles, des systèmes d'entraînement qui marchent très bien et qui ont eu des super résultats. Je pense à Jay Schroeder avec Evo Trafit. C'est vraiment point faible, point faible, point faible tout le temps. Il y a d'autres systèmes d'entraînement qui existent, qui, en phase de préparation, on va essayer de moduler au maximum les points faibles pour qu'ils soient sur une médiane acceptable. Mais derrière, on sait que tu vas faire éventuellement la différence avec tes points forts. Et en fait, on va tambouriner sur les points forts, plus on va s'approcher de la compétition. Donc, les deux sont possibles. C'est un dialogue à avoir avec le staff, avec l'athlète, et c'est un chemin à faire ensemble. C'est-à-dire, tu ne décides pas de manière unilatérale, ça de toute façon, et il y a toujours cet échange à avoir avec l'athlète pour qu'il soit acteur de son entraînement, et du coup, mitiger au maximum le risque de non-adhésion, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Moi, je sais, ce matin encore, j'étais pendant une demi-heure au téléphone avec une athlète qui a énormément besoin de comprendre ce qu'elle fait. Mais une fois que tu as passé ce petit moment avec elle sur oui, on va faire des trucs où concrètement, tu es nul. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je t'explique pourquoi. Je t'explique la réflexion, je t'explique où on veut aller, je t'explique les points de passage qu'on souhaiterait avoir. Mais je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas où on va aller, mais on peut imaginer un chemin et on peut imaginer le- la suite de la réflexion sur la suite du plan, etc., si tu passes ces points de passage. Une fois que cette réunion elle est faite, qu'il y a eu cet échange, derrière, elle le fait en fait. Parce qu'elle sait que c'est pour son bien. Donc voilà, c'est gris de nouveau, il y a pas de manière de faire, ça dépend de la personne en face. Ouais, ouais, mais c'est vrai que le privilégier point fort, point faible, j'en ai parlé en plus avec un entraîneur il y a pas si longtemps, où lui, il était vraiment d'un côté. Moi, j'aurais tendance à me situer un peu entre les deux et j'ai un exemple tout bête je pense que tu connais Stefanos Tsitsipas, un joueur de tennis Ouais, qui est très bon, hein, c'est un des meilleurs, mais on sait qu'il a son point faible sur lequel ses adversaires s'appuient, c'est son revers. Mais d'un côté, faut qu'il améliore pour combler ce point faible, mais il faut aussi pour moi, qu'il continue aussi à bosser ses points forts parce qu'il gagne beaucoup de points avec son service, son coup droit. Donc pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, mais il y a les deux à faire dans tous les cas. ouais. Et l'idée, elle serait juste d'être un peu meilleur sur le revers pour tenir les échanges un peu plus longtemps, pour que l'échange revienne éventuellement sur son coup droit. Et vu qu'il a progressé sur son coup droit, ben son court croisé, il est encore plus fort qu'avant et il est capable de finir le point à ce moment-là, ou alors d'inverser la tendance. Ouais, ouais.
Je sais pas, C'est moi je le ça. vois comme ça. Ouais, moi aussi, c'est super intéressant. Quelques petites questions de fin pour clôturer le podcast. Déjà, est-ce que tu aurais des conseils généraux à donner aux coachs qui nous écoutent, aux préparateurs physiques? Alors, c'est vraiment généraux, hein, c'est une question que j'aime bien poser. Des questions, enfin des conseils plutôt, que ce soit toute dimension confondue, on va dire. Moi j'aime bien lire, donc je te dirais lis 10 pages par jour. Ça te fait 12 bouquins à l'année sur une moyenne de 300 pages par livre. Tiens un jour ton carnet d'entraînement parce que entraîne-toi et teste ce que tu proposes aux sportifs en amont. Et fais en sorte que tes athlètes tiennent à jour un carnet d'entraînement. Euh, et voilà, c'est un Ok. métier passion, donc continue d'être passionné et grâce à ça, tu avanceras. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager avec un sportif, un partage d'expérience avec quelque chose d'enrichissant qui en est sorti? Alors là, c'est un peu vague pour que j'ai un truc qui me pop en tête. Ouais, c'est une question Euh, qui fait réfléchir en général. c'est quoi comme. Qu'est-ce que tu entends par anecdote? Je sais pas, quelque chose que tu aurais vécu avec un sportif ou je sais pas, j'ai déjà eu des invités qui ont partagé des choses où je sais pas, ils ont mis en place quelque chose avec un sportif ou c'est très vague, il y a un peu de tout. Voilà, bah, c'est vraiment un partage d'expérience en fait. Partager une expérience que tu as eue avec un sportif ou une aventure que tu as eue avec un sportif, peu importe. Une aventure, une aventure, une aventure. Il y a une grosse aventure que j'ai eue dans les années 2010. C'est que je me suis entraîné et j'ai été prépa physique de Jérémy Nicolin, qui était lanceur de javelot, Ok. qui a arrêté sa carrière internationale en 2019. Il a été plusieurs fois champion de France, etc. Et pendant 2 à 3 ans, on s'est entraîné 2 fois par jour tous les deux, de 4 à 5 fois par jour. Du coup, on a beaucoup testé pendant ce moment-là, tous les deux. J'ai beaucoup testé sur lui. Et c'était un moment où on s'entraînait vraiment très dur et où j'ai énormément appris en faisant énormément d'erreurs sur moi-même déjà. Donc voilà, ça c'était. Tu me parlais d'aventure, bah ça c'était une sacrée aventure. Ouais, on y allait tous les matins, tous les soirs pendant 2 à 3 ans. Donc en bi-quotidien, 3 à 4 fois par semaine. Ça veut dire que Voilà. tu étais son préparateur physique pendant ce temps-là et du coup, Ouais. vous faisiez les mêmes séances exactement? Non, pas Ou exactement les mêmes séances, non? mais en gros, on s'entraînait à Strasbourg, chez Jacques Danaï, qui est un de mes mentors aussi, donc, qui est prépa, coach. Il était coach national. En gros, il entraîne Théoura Toupaya, Rémi Conroy et pas mal d'athlètes qui ont fait des médailles en jeunes, etc. Théoura, il a fait les Jeux et tout ça. Le record de France cette année. Et en fait, on faisait partie. Lui, il est arrivé en 2013, il me semble, ou 2012 à Strasbourg. Et moi, je suis arrivé en 2013, Jérémy 2014, ou 2013 tous les deux. Et on a commencé à s'entraîner tous les deux ensemble, sous l'entraînement de Jacques Danaï. Et moi, je suis passé prépa physique. Euh, et on plaçait des séances dans la semaine, effectivement, où je les préparais pour lui. Et à côté de ça, on s'entraînait ensemble sur le plan de Jacques. Et là, on a énormément appris. Enfin, moi, j'ai énormément appris pendant ces années-là. Ok. Voilà. Ça me fait penser à ça. Ok, bah c'est une anecdote Ouais, très bien. après, j'en ai d'autres. Il y a une année où on s'est entraîné uniquement avec un autre athlète dans le salon pendant une année, où en fait, on s'entraînait à base de TRX. C'était pas des TRX, parce que c'était en 2009, il me semble. 2000, non, 2010. Que des TRX, donc c'était des cordes d'escalade accrochées sur des poulies d'escalade et un kettlebell de 32 kilos. Et on allait une fois par semaine au stade. Lui, il faisait des haies et moi, je faisais du javelot. Et on allait une fois par semaine au stade et le reste du temps, on s'entraînait dans le salon. Et on avait un Swiss ball aussi, attention. Et en gros, on a testé pas mal de choses et tout. Et à un moment donné, on est un peu allé en muscu et tout. Et c'est l'année où j'ai repris le javelot et j'ai fini vice-champion de France en m'entraînant dans mon salon. Donc c'était cool ça. C'est une belle expérience aussi. Ok. Voilà. Et lui, il a fini finaliste au championnat de France sur 60 mètres haies, je crois. Voilà. Comme quoi, même avec pas forcément toutes les nouvelles technologies, on peut faire quand même du très Ouais, on bon peut faire travail. des trucs sympas. Et en fait, c'est le TRX à poulie, là. Donc, poulie d'escalade et tout. On l'utilisait pas forcément que comme un TRX,
mais on allait l'utiliser aussi pour faire de la surcharge excentrique. Donc, t'imagines ici une poulie là derrière, où tu vas imaginer un écarté. Mais en fait, tu tiens une des branches du TRX et l'autre, en fait, ton pote, il tire de l'autre côté et toi, tu dois freiner. Et en fait, on a fait énormément de délires de ce type-là et qu'on a transposé après en musculation avec un autre ami qui s'appelle David Catalan-Acide. On entraînait tous les deux à Cagnes-sur-Mer, c'était à côté de Nice, en athlée, c'était en 2010. Et on a transposé ça sur du travail en squat unipodal. On avait fait des systèmes de poulies pour remonter la barre avec tes potes. Donc, moi, par exemple, j'étais derrière. David, il faisait un squat unipodal en excentrique, donc à 120%. Et derrière, tu l'aidais à remonter avec lui, il posait le deuxième pied et tu l'aidais avec un système de poulies et des choses comme ça. Donc, ouais, là, on a fait des belles expériences et c'est les premières expériences sur l'excentrique qui ont progressivement amené sur toutes les réflexions qui sont actuelles, où c'est aussi de l'excentrique d'une manière, et peut-être à tort, on dit que c'est que de l'excentrique, mais l'iso-inertiel. Ok, Voilà. ça me fait penser juste à une petite question. On parle beaucoup d'excentrique du coup lent, mais on parle aussi d'excentrique très rapide. Une question qui me vient, pourquoi travailler l'excentrique rapide et les intérêts de faire ça? Bon, on en a parlé avant, hein. Test drop, drop jump, de la plio, c'est de l'excentrique rapide en fait. Et Ouais, ensuite, mais derrière. Pardon. sans forcément que ce soit de la plio, mais des exercices sur le haut du corps. Je sais pas d'exemple, mais je sais pas, par exemple, pour les ischios, tu tapes contre des Swiss balls et avec Ah, c'est des oscillations, ça. Pour moi, ouais, un voilà. excentrique rapide, c'est du drop and catch ou du rebound rep. Là, tu travailles sur l'excentrique rapide. Ensuite, tu as les AFSM. Si tu vas voir du côté de Carl Dietz, lui, il parle d'AFSM. Antagonistically Facilitated Specialized Method. Donc, en gros, tu vas descendre en squat. Ben, au lieu de descendre en contrôlant la gravité, tu vas descendre vite en contractant ischio et fléchisseur de hanche pour aller plus vite que la gravité. Et arrivé en bas, tu vas avoir un turnover rapide, mais sur des quadrifessiers qui étaient au préalable détendus, si on peut dire. Et là, l'objectif, ça va être de freiner vite pour repartir dans l'autre sens. Ensuite, tu as les oscillations. Les oscillations, c'est encore autre chose. Il y a 5 types d'oscillations différents en fonction des adaptations que tu veux. Est-ce que tu veux des adaptations tendineuses? Est-ce que tu veux nerveux? Est-ce que tu veux du picking? Est-ce que tu veux X, Y, Z? Il y a plusieurs adaptations possibles. Et là, l'idée, c'est de travailler sur la capacité de relaxation musculaire plus qu'autre chose. Ou en fait, ta capacité à passer. Quand tu fais un biceps curl, le biceps, il se contracte, le triceps, il se relâche. On est d'accord? Tu as vu ça dans tes cours de physio. Ouais? Ah ouais. OK. Ouais, bah Et oui. quand tu fais un triceps extension, ton triceps se contracte, ton biceps se relâche. Si tu le fais vite, tu apprends au corps à contracter vite, relâcher vite, contracter vite, relâcher vite. Pourquoi? Parce que de nouveau, les Russes, ils ont montré ils ont comparé des Masters of Sports, eux, ce qu'ils appellent Master of Sports, c'est genre Jordan, à des athlètes de niveau national. Donc des mecs qui sont en NBA, mais ils font banquette, pour imager. Tu as Jordan et le mec qui fait banquette. Et ils ont comparé qu'est-ce qui était différent d'un point de vue musculaire. OK? Et ils se sont rendus compte que la production de force a été la même, RFD était le même, etc. La grosse différence, notable de plus de 200%, c'était la capacité à relâcher rapidement un muscle. Intéressant, non? Ouais, de fou. Et les oscillations te permettent, entre autres, en fonction des oscillations que tu cherches à réaliser, parce que comme je t'ai dit avant, en fonction du type d'oscillation, tu as des adaptations qui sont différentes, ben, d'aller travailler autour de ça. Mais tu peux ouvrir là-dessus. Ah, ok, donc ça veut dire que le temps de relaxation musculaire, enfin la capacité à relâcher vite un muscle et à passer d'une contraction max ou rapide à une relaxation rapide, c'est ce qui peut éventuellement faire la différence. Ok? Qu'est-ce qui permet cette relaxation? Est-ce qu'il n'y a pas de la complémentation? Est-ce qu'il n'y a pas même une alimentation à rechercher pour les sports qui nécessitent ce type de qualité, si on peut dire? La réponse, elle est oui. À vous de chercher. Ok, ça marche Voilà. très. On a divagué un peu, Et, mais c'est une question qui m'est venue. Mais et c'est cette idée, en fait, d'aller piocher, OK, j'ai une problématique sur le terrain, il y a des savoirs, qu'est-ce que je peux mettre pour répondre à cette problématique? Voilà. ouais, mais c'est super intéressant. Mais oui, je l'ai formulé sous forme d'excentrique rapide, mais c'est vrai que du coup, ça Mmh. s'appelle plutôt
des Les oscillations. oscillations. Ouais. Mais j'irai chercher parce que ça m'intéresse aussi. Ouais, Euh, et tu as un livre abordable dans un premier temps pour parler de ça, c'est Triphasic Training. Kalditz, ça te parle? non, du tout. Oh, ça floute. La Oh, floute. Johnny, Triphasic Training. Ok, Ah, il veut pas. Intéressant. Il floute pas quand c'est de côté, tu vois. Yes. ok. Bah, j'irai faire mes propres recherches alors. Mm. Et sur ce, bah, écoute, on arrive sur la fin du podcast. Je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Bah, merci de m'avoir invité. Un plaisir de partager. J'espère que tu pourras trouver quelqu'un qui te parlera de la fatigue mieux que moi. Mm. Sylvain Fréville, intéressant. Et voilà. Et Bah, Stéphane Morin aussi, très intéressant sur les marqueurs. Donc le mot de la fin, c'est donner le témoin à éventuellement quelqu'un d'autre qui pourra approfondir les sujets qu'on a juste effleurés et touchés du doigt aujourd'hui, qui seront à même d'aller creuser ce sujet mieux que moi. ouais, bah, merci à toi en tout cas de ton honnêteté déjà sur les sujets du coup où tu tentais pas de rentrer en profondeur, mais tu es quand même rentré en profondeur sur plein d'autres choses très passionnantes. Donc moi ça m'intéresse beaucoup. J'ai posé Mhm. 1000 questions, je pourrais poser encore 1000 questions, mais toute discussion a une fin. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les réponses que tu as apportées. J'espère que Je ça t'en prie, plaira, Johan. j'espère que ça plaira aux auditeurs. Je mettrai le lien de tes réseaux. Je sais que tu partages aussi beaucoup d'informations très pertinentes. Donc, euh, Ouais. donc voilà. En ce moment, je suis beaucoup sur l'histoire. Enfin, je lis beaucoup et je me renseigne sur ce qui se faisait parce qu'on révolutionne pas la roue. Et il y a un adage qui dit Standing on the shoulder of giants. Tu te tiens sur les épaules des géants. Et en fait, quelqu'un a toujours défriché le chemin avant toi et en réalité, tu ne réinventes rien. Et c'est simplement, tu n'inventes rien. C'est simplement aller comprendre quel a été le chemin de pensée de ces grands noms de la prépa athlétique ou de la recherche autour du sport et essayer de faire les liens. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur toute la littérature russe sur 2024. Et ce qui fait que je partage pas mal d'archives tirées des Russes, etc. Parce que, Mm. en fait, je partage juste ce sur quoi je recherche au quotidien. Voilà. Ouais, je voyais passer les vidéos de pliométrie, entre autres, des Ah, choses bah, basiques, mais qui ouais. fonctionnent très bien, quoi. Ouais, parce je suis beaucoup sur Verkhoshansky aussi, et on dit que c'est le père de la Plio. En vrai, c'est pas exactement le cas quand tu fouilles vraiment l'histoire. Et en fait, il en parle énormément avec tout son continuum autour des dash jump et des trucs comme ça. Et c'est de là aussi que viennent toutes les réflexions sur bah, les. On en a parlé, des drop and catch, les rebound reps, les choses comme ça. En fait, c'est juste des extrapolations de ce qui a été recherché, bah, comme je l'ai expliqué, sur les death drops, les drop jump, sauf que c'est sur d'autres articulations pour dépasser les besoins de la discipline. Voilà. Mm. Ok. Bah, écoute, je te remercie encore une fois. Je t'en prie. Puis pour tous les auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.